Bonjour, je m'appelle Anaëlle Afraoui, j'ai 24 ans, je suis ancienne étudiante à la Sorbonne Université. Je suis aussi joueuse d'échecs à haut niveau depuis l'âge de mes 5 ans et demi. 4e épisode, corps et sport. J'ai commencé les championnats du monde à l'âge de 15 ans, puis les championnats universitaires. Les échecs et mes études coexistent ensemble. Encore plus maintenant que je souhaite devenir professeur des écoles. Donc je souhaite incorporer les échecs même dans ma pratique plus tard de mon métier. Les échecs ont de nombreux intérêts pédagogiques. Donc il y a beaucoup de logique, un peu de mathématiques. Donc déjà, si on commence même pour les tout petits, donc un échiquier, c'est un quadrillage qui est numéroté avec des chiffres et des lettres. Pour chaque case, ont un nom. Donc déjà d'apprendre dessus. D'apprendre à se repérer, puis c'est la visualisation dans l'espace, apprendre à voir comment chaque pièce se déplace, puis ensuite c'est beaucoup de calculs dans sa tête. Donc on calcule beaucoup, parfois des lignes très très longues. Donc c'est visualiser l'échiquier dans sa tête, calculer, apprendre à se concentrer. Il y a beaucoup d'enfants assez hyperactifs qui sont mis aux échecs pour les calmer. Ça paraît étonnant, mais ça marche parce que quand on est captivé par quelque chose qui nous passionne, on ne pense plus à autre chose. Donc les échecs, c'est aussi une discipline en général de matheux. Dans les très très forts, il y a beaucoup qui sont plutôt scientifiques. Le numéro 1 français a un master de mathématiques. Donc il y a des exceptions effectivement, mais c'est vrai que c'est quelque chose à la base qui attire les personnes très scientifiques et qui va de pair, je pense, avec l'école. Je crois qu'il y a maths, quelque chose pour aider les enfants qui ont des difficultés en mathématiques à l'école avec les échecs. Corps des possibles. Corps et sport. Déjà, une partie d'échecs peut durer entre 3 et 6 heures. Moi, ma plus longue, ça a été 7h15. Et un tournoi d'échecs, c'est 9 parties. Et en général, dans les championnats du monde, c'est sur 10 jours. Donc une journée de repos et une partie par jour. Et chaque partie qui peut durer 7 heures. Donc déjà, on a ça. Donc sachant qu'avant les parties, on se prépare. Après les parties, on analyse, on se prépare pour le lendemain. Et effectivement, le numéro 1 français, Maxime Vachier-Lagrave, a expliqué que la préparation des compétitions nécessite un entraînement physique rigoureux et un régime alimentaire strict. Et parce qu'en fait, ça demandait une concentration sans relâche pour des parties qui durent entre 4 et 6 heures et qu'à la fin, on finit fatigué, voire épuisé. Il y a encore beaucoup de joueurs d'échecs qui ne font pas beaucoup de sport, je pense, parce que effectivement, on a beau dire nous que c'est un sport, et il y en a beaucoup qui le traitent un peu comme les jeux vidéo, qui vont être beaucoup chez eux à travailler devant leurs ordi et pas beaucoup sortir. Et c'est assez récent quand même, j'ai l'impression, une dizaine d'années que on commence à dire qu'il faut faire du sport, faire attention à ce qu'on mange. Donc dans les compétitions, même jeunes, on essaie de faire du sport le matin, avant les tournois, et essayer d'avoir une bonne hygiène de vie. Voilà, à haut niveau, je sais qu'ils ont beaucoup des coachs sportifs qui font de la salle, qui vont à la salle de sport, qui font du cardio. Mais je pense que c'est pas encore... On va dire que c'est peut-être fait au niveau top mondial, mais au niveau, par exemple, top français et un peu en dessous, je suis pas sûre que ce soit encore vraiment ancré dans les mœurs, que vraiment le sport et l'alimentation sont importants pour les échecs. Corps des possibles. Anaëlle Afraoui. Je pense que la vision que j'ai du corps a beaucoup évolué avec l'âge. Voilà, j'ai 24 ans maintenant et j'essaie de voir plutôt maintenant mon corps comme un outil de travail dans la vie de tous les jours qui peut m'aider à accomplir des choses, à gagner des parties d'échecs, à faire du sport. Dans mon cas, ça a été un peu difficile parce que j'ai eu des soucis de santé, donc on a tendance à voir son corps un peu comme un ennemi qui nous freine. Mais il faut se dire qu'au final, on arrive à accomplir des choses tous les jours et que c'est grâce à notre corps et qu'il faut en prendre soin. Je pense qu'il y a des différences entre les femmes et les hommes au niveau du corps, mais qui ne sont pas très prises en compte. Parce qu'on a beau dire que les échecs est un sport, on le voit plus comme un sport cérébral. Et beaucoup de personnes disent on a le même cerveau, les hommes et les femmes. Donc pourquoi les femmes seraient moins fortes que les hommes? Ce qui est vrai. Mais après, comme j'ai pu le dire, qu'avait dit Maxime Vachier-Lagrave, c'est physique et à la fin d'une partie de 4 à 6 heures, on est épuisé. J'ai quand même l'impression que si je finis en même temps qu'un ami à moi, que je vais finir
plus épuisés que lui. Et puis il faut prendre en compte, c'est encore un peu tabou, mais le cycle en fait. Les femmes, elles sont pas toujours en très bonne forme, pas toujours bien tous les jours. On a un peu des hauts et des bas et j'ai l'impression que les hommes, c'est un peu plus stable tout le temps et que c'est à prendre en compte. Et après, une autre chose dans la préparation, je dirais au niveau des échecs, c'est au niveau du mental. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est beaucoup plus pris en compte par les entraîneurs, dont les femmes ont beaucoup plus besoin. Alors, est-ce que on est né comme ça? Je pense pas du tout. Je pense que c'est lié à l'éducation, à comment on est un peu modelé, mais qu'on est beaucoup plus, en général, j'ai l'impression, sensible et qu'on stresse beaucoup plus et que on est moins, je m'en fiche, je vais tout donner, je peux battre n'importe qui en fait. J'ai un peu moins l'impression que c'est ça. Et c'est vrai que ça demande beaucoup plus de travail de mental aussi, j'ai l'impression. Mais peut-être qu'un travail que les garçons, les hommes devraient faire aussi. Parce qu'au final, peut-être que ça se voit moins qu'ils ont appris plus à intérioriser ça, mais peut-être que c'est aussi là. Il faut savoir déjà, aux échecs, les femmes aujourd'hui sont en moyenne moins fortes que les hommes. Donc dans le top 100 mondial, on n'a actuellement pas de femmes. Ça, c'est vrai. Donc est-ce que c'est parce qu'on est moins intelligente? Je ne pense pas. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte au niveau de l'éducation et de l'entraînement. Il y a beaucoup. J'ai discuté avec des entraîneurs qui m'ont expliqué que ils s'étaient rendus compte à un moment qu'ils n'entraînaient pas les filles de la même manière que les garçons, qu'ils avaient essayé de rétablir ça. Et en fait, quelque chose qui revient beaucoup quand je discute avec ma sœur, mes amis, des autres filles, des échecs, c'est qu'on n'est pas beaucoup aux échecs de filles. On est un peu moins fortes du coup. Avec un peu d'entraînement, c'est pas si difficile que ça de devenir championne de France. Et pour un entraîneur, d'avoir une élève championne de France, c'est quelque chose qui va lui apporter beaucoup plus d'élèves et de la notoriété. Donc en fait, on le voit tous qu'on est un peu entraîné à être championne de France, à atteindre un certain niveau, mais pas à être forte et pas aller au-dessus. On nous apprend à gagner des parties, à se battre jusqu'au bout, à arnaquer, mais on nous apprend pas au fond à être une bonne joueuse d'échecs. Et ça, quand j'en discute avec des amis joueurs de haut niveau aux échecs, c'est vrai qu'ils me disent beaucoup ça. Et après, c'est vrai qu'on n'est pas forcément perçu encore de la même manière sur les tournois. Je vois encore souvent, notamment quand je vais jouer dans des parcs où il y a des gens qui jouent, en fait, quand je vais gagner une partie, va y avoir 30 personnes autour de moi qui vont me dire « Ah, tu joues super bien !» Et quand mes amis garçons, eux, vont gagner une partie, ça va être normal. Alors, je suis aussi très sensibilisée au sujet du handicap, aux échecs, parce qu'en fait, ma grande sœur, qui a 4 ans de plus que moi, est en fauteuil roulant. Depuis 8 ans, je pense, elle est tétraplégique incomplète suite à une maladie neurologique. Donc, elle a un seul bras qui fonctionne. Donc, il faut savoir aussi qu'elle était droitière, donc c'est son bras gauche. Et on a tendance à se dire aux échecs que c'est facile, c'est le cerveau, donc n'importe qui peut jouer. Mais en fait, c'est pas si facile que ça. Dès que ça se passe dans un lieu, qu'il faut pouvoir se garer, est-ce qu'il y a des places handicapées, est-ce que c'est facile d'accès, il faut qu'il y ait un ascenseur. Et ça, les échecs, en fait, on joue dans des gymnases souvent, ou dans des parcs d'exposition, donc dans des endroits où il n'y a pas forcément d'ascenseur, où les toilettes ne sont pas forcément accessibles. Au championnat de France l'année dernière, on jouait sur une estrade parce qu'on a fait le championnat de France toutes les deux avec les 16 meilleures joueuses et on était sur une estrade. Donc il a fallu mettre un monte-personne pour qu'elle puisse aller sur l'estrade. Donc c'est tout ça déjà de rendre accessible. Et après, c'est aussi des petites choses, donc mettre la pendule à gauche pour elle, ou le temps qu'elle aille aux toilettes, qu'elle descende avec ce monte-charge, est-ce qu'on arrête la pendule, est-ce qu'on ne l'arrête pas? Puis après, beaucoup de choses qu'on ne dit pas, en fait. Les personnes en situation de handicap, certaines, dont ma sœur, ont des médicaments lourds qui fatiguent, donc c'est des choses à prendre en compte. Et aux échecs, c'est quand même assez bien pris en compte. Donc on a des personnes qui sont complètement tétraplégiques ou qui ont des gros handicaps lourds qui ne peuvent pas déplacer les pièces elles-mêmes, qui jouent aux échecs. Donc en fait, elles ont quelqu'un qui joue pour elles, donc à qui elles disent le coup et qui joue pour elles. On a aussi des échiquiers particuliers pour les personnes aveugles, donc qui ont leur propre échiquier devant elles qu'elles touchent.
et ensuite qui disent le coup et l'adversaire joue le coup. Donc c'est pris en compte, mais même avec tous ces aménagements-là, je pense qu'il reste des différences et qui ne pourront peut-être pas être réglées. Corps des possibles. Une série de Sorbonne Université avec Radio Nova. Pour moi, l'e-sport, c'est ce qui peut se faire derrière un ordinateur de chez soi, hein, qui ne nécessite pas de se déplacer forcément. Et aux échecs, ça a toujours été un peu le cas parce qu'il y a les sites en ligne, des compétitions en ligne, on s'entraîne de chez soi, sur son ordinateur. Après, moi, je peux m'entraîner n'importe où, tant que j'ai un ordinateur. Donc avant, c'était les livres, donc maintenant, c'est plutôt les ordinateurs. Et en fait, avec le Covid, l'e-sport aux échecs a été beaucoup développé parce que c'était le seul sport qui pouvait être pratiqué pendant le confinement. Et aussi, c'est un des sports qui a repris en dernier. Il faut savoir que les échecs, vu qu'on est très proche, qu'on touche les mêmes pièces, qu'on se serre la main, au niveau des normes sanitaires, on était mis dans la catégorie des sports de combat. Donc on n'a pas pu reprendre les compétitions d'échecs pendant très longtemps. Et là, c'est développé les compétitions en ligne avec des prix. Moi, j'ai fait le championnat du monde universitaire en ligne, le championnat d'Europe par équipe en ligne. J'ai pas trop apprécié parce que rester devant un ordinateur sans voir son adversaire pendant 5 heures, c'est long. Et de manière générale, j'apprécie pas forcément le jeu en ligne. En tout cas, j'apprécie jouer pour m'amuser, des parties très rapides, mais des parties sérieuses devant l'ordinateur, je trouve que c'est très dur niveau concentration. En tournoi, quand on s'ennuie, on peut regarder les personnes à côté, son adversaire, se lever. Là, quand on est devant son ordinateur, c'est pas possible. En plus, pour les questions de triche, il y a des caméras, donc on n'ose pas trop regarder à côté de nous. Et puis ça, c'est aussi quelque chose dans les compétitions en ligne qui a fallu lui prendre en compte, c'est les normes anti-triche, les problèmes de triche, qui en fait maintenant ne se résument pas du tout aux compétitions en ligne, vu qu'il y a eu pas mal de problèmes aux échecs en vrai, en réel ces dernières années. Je pense, c'est une part très importante des échecs, le e-sport. Donc maintenant, on a des streamers sur Twitch qui passent des heures à jouer contre des gens, à streamer leurs parties. Il y a des tournois en ligne. C'est une très très grosse partie du jeu d'échecs maintenant. Corps des possibles. Anaël Afraoui. Les échecs ont été beaucoup médiatisés ces dernières années. Donc je pense que c'est principalement positif. Donc il y a eu 2 événements en même temps. Le confinement, donc où on pouvait continuer à faire des échecs de chez soi. Et il me semble à la même période du confinement est sorti The Queen's Gambit. Le jeu de la dame qui est sorti sur Netflix à peu près au moment du confinement. Et il y a eu un essor à ce moment-là. On l'a tous ressenti. Moi, je donne des cours d'échecs et j'ai été contactée par des personnes qui ont vu la série, ça leur a donné envie de reprendre les échecs, des parents qui voulaient inscrire leur petite fille à des cours en disant mais en fait, voilà, on voit que c'est possible. Donc il y a eu beaucoup un essor là-dessus. Et puis je pense le côté en ligne, un peu e-sport, un peu Twitch, a ramené toute une communauté assez différente qui ne regardait pas forcément avant. Et quand je dis que c'est principalement positif, mais pas entièrement, c'est que maintenant, on est dans un monde où on veut que tout soit rapide. Et aux échecs, on veut surtout du divertissement, on veut observer. On veut que ce soit rapide, pas lent. Donc les parties d'échecs qui durent entre 4 à 6 heures. Moi, j'adore regarder des lives de 4 à 6 heures où ils commentent, où ils parlent de variantes et tout. Mais en fait, pour le grand public, ça n'intéresse pas. Eux, ce qu'ils aiment, c'est les parties qui vont durer 5 minutes, où il y a des rebondissements, c'est court. Et le problème, c'est que on commence à avoir de plus en plus de parties rapides. Donc, beaucoup de tournois ont lieu en rapide, en ligne. Les cadences ont été beaucoup raccourcies ces dernières années. Et on discute de plus en plus de raccourcir encore les cadences. Certaines personnes pensent que le championnat du monde pourrait se faire en partie rapide. Personnellement, j'adore passer 5 heures devant l'échiquier à parler à personne, à être dans ma tête et à discuter de mes variantes. Donc je suis pas trop pour ne jouer plus que des rapides, mais la médiatisation des échecs a amené un autre problème avec les tournois en ligne et les sommes d'argent mises ou même les tournois en vrai, c'est les problèmes de triche aujourd'hui. Parce que faut savoir que depuis 2004, vraiment, l'ordinateur est plus fort
que les hommes aux échecs. Je vais jouer contre un ordinateur, je vais perdre 100 fois sur 100 en très très peu de coups. Et du coup, certaines personnes utilisent un ordinateur en ligne pour tricher. Il y a beaucoup de problèmes de triche. Et même en vrai, en fait, il y a eu des problèmes il y a quelques années en France de triche et récemment aux États-Unis. Et quand j'en ai discuté avec certains forts joueurs, ils disent que eux pensent qu'il y a beaucoup plus de joueurs qui trichent même à haut niveau que ce qu'on sait. Et certains avaient dit même que la seule manière d'éviter la triche, c'était justement de faire que des parties rapides à très haut niveau, de jouer plus qu'en 15 minutes pour pas qu'ils aient le temps de tricher ou que ça se voit moins. C'est le seul sport où en fait vraiment de tricher ça peut nous faire gagner. Alors évidemment on peut se doper dans d'autres sports et tout, mais là si l'ordi nous donne tous les meilleurs coups, on va gagner 100 fois sur 100. Corps des possibles. Corps et sport. Les joueurs d'échecs sont fous. Non. Alors je crois qu'à très haut niveau il y a eu beaucoup de champions du monde qui avaient quelques soucis de santé mentale. Et c'est vrai que c'est toujours une blague aux échecs qu'on dit qu'on n'est pas sain d'esprit. Après, en même temps, pour passer, comme tu disais, des semaines entières de tournois avec 6 heures par jour où on est seul dans sa tête à discuter avec soi-même sur un échiquier à 64 cases, la santé mentale commence à être prise en compte à haut niveau. Donc plutôt le côté coach mental. Le côté avoir quelqu'un pour préparer les compétitions, gérer le stress, mettre en place des routines. Et donc ça commence à être pris en charge. Il y a aussi le côté que quand on est en compétition, on a peu de personnalité. On va être très très sérieux souvent pendant la partie. Et après le soir, on a besoin de décompresser. Et puis c'est aussi très particulier parce qu'on passe deux semaines quasiment seul dans sa bulle avec 10 personnes. On est souvent à l'autre bout du monde. En plus, quand on est jeune, on est avec donc un peu en colo avec plein de jeunes. On fait que des échecs toute la journée avec les personnes pendant 2-3 semaines. On pense qu'à ça. Tout le reste de notre vie, en fait, est limite mis en pause. Ça n'importe plus. Et donc ensuite, quand on retourne dans la réalité, c'est souvent très très violent. Et puis même à la fin d'une partie, souvent moi quand je perds ou même quand je gagne, je peux être de mauvaise humeur après une partie. Mais c'est vrai que j'ai ce côté, j'ai du mal à retourner à la réalité. Quand je viens de passer 5 heures toute seule dans ma tête à discuter d'une partie d'échecs, à discuter avec moi-même, mais à chercher les meilleurs coups. Donc si je gagne, ça va, mais si je perds, en fait, c'est tout ça qui est un peu parti à la poubelle. Donc c'est très difficile dans tous les cas de se retrouver d'un seul coup dans une salle où il y a beaucoup de bruit, avec les proches qui parlent beaucoup. Ça fait une grosse différence. Ouais, j'ai un peu l'impression que c'est un autre monde qui, pour moi, me convient très bien. Être seule devant mon échiquier, je suis beaucoup plus à l'aise que être devant 10 personnes à parler. Voilà, être avec soi-même, faire sa petite partie. Donc, ce qui a un peu changé maintenant avec la retransmission, c'est que maintenant, notre monde intérieur de notre partie est retransmis au monde entier. Donc, c'est assez très particulier, ça fait un lien. Je trouve que pour donner envie aux enfants de jouer aux échecs, c'est très simple d'abord. Les enfants sont attirés automatiquement, je comprends pas forcément. Parce que maintenant que je suis adulte, je me dis quand on est petit, on peut aller jouer au foot, faire du ballon, courir partout, au lieu de rester devant un petit échiquier à bouger des pièces. Mais bon, moi j'étais pareil, ça m'attirait quand j'étais enfant. Et sinon, pour décrire vraiment ce que c'est que les échecs, en général, je mets un peu le côté que c'est un peu une guerre. Parce qu'en fait, les échecs, c'est un peu un château, avec les tours, les pions qui protègent, les cavaliers qui protègent le château, les fous du roi, qui amusent le roi et la reine, et le roi et la reine au milieu. Et donc je dis que c'est un château, et le but, c'est de coincer le roi adverse. Et ensuite, voilà, avec ça, en général, au début, ils jouent juste pour s'amuser, pour manger toutes les pièces possibles. Et on n'a pas vraiment le côté faire échec et mat ou autre. Mais c'est vraiment... Aussi, j'ai appris à être un peu souple, les laisser s'amuser, pas forcément toujours corriger. Et il faut que ça reste aussi un amusement pour eux. C'était Corps des possibles. Merci à tous les intervenants, ainsi qu'à Louise Morin pour les entretiens, Thomas Torres pour la réalisation, les équipes de Sorbonne Université et Nova. Réalisation Studio Nova.
D'autres possibles de nos corps, tout aussi surprenants, sont à découvrir à travers cette série de 5 podcasts sur sorbonne-université.fr, nova.fr et toutes les plateformes de podcasts.